En virage cette semaine, nous avons en studio le tout nouveau Volkswagen Taos 2025 qui a subi quelques modifications. On va recevoir Katir Soltani d'Auto 123 qui va procéder à une annonce importante qui concerne Virage d'ailleurs. Et on poursuit aussi nos chroniques avec Desharnais et Silverwax. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Comme à l'habitude, avec moi aujourd'hui à l'émission, Jacques, bienvenue, et Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, mon cher. Ça va bien? Merci, oui. Volkswagen Taos, d'abord, c'est assez rare qu'on a un véhicule Volkswagen avec nous. On a le Taos et ça, bien, écoute, c'est à peu près le véhicule d'entrée de gamme maintenant du côté de chez Volkswagen avec la Jetta, si on regarde au niveau des prix. Beau petit véhicule sport utilitaire. Il y avait certains défauts, dont le design, dont une certaine transmission, dont un peu qui avait besoin de rafraîchissement pour faire parler un peu de lui. Alors, en 2025, on a fait une mise à jour, Marc, sur ce véhicule. Totalement. Pas une grosse mise à jour esthétique, cependant. Tu parles de design. Là, le design n'a pas changé énormément. On reconnaît tout à fait le Taos. Des particularités, les lumières arrière, entre autres, qui font maintenant pleine largeur. Les logos rétro-éclairés, ce qui est devenu la nouvelle marque de commerce de Volkswagen. On le sait, depuis l'avenue des véhicules électriques, on fait ça partout. Donc, en termes de look, ça va. Nous, on a la version Highline, qui est la version la plus élevée de toute la gamme. Ça veut dire qu'elle est notamment disponible avec les roues de 19 pouces en option, ce qui est le cas sur le véhicule que l'on essaie actuellement. Option qui vaut 500 $. Le magnifique vert aussi est une option de 500 $. On a des 500 $ ici et là. C'est ça, exactement. Celui-là, je suis pas sûr. Les roues, OK. Le vert, je suis pas sûr. Tu vois, moi, le vert, je trouve que ça flash tellement, c'est incroyable. Probablement que dans 2 ans, j'aurai envie de la peinturer au rouleau, mais pour l'instant, je trouve que ça lui va très bien. Grand changement aussi, à l'intérieur, on a enlevé un petit peu des plastiques durs qu'il y avait partout. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et tu l'as mentionné, le plus gros changement, il est au niveau de la mécanique. Pourquoi? Parce que, on a gardé un moteur là, traditionnel que l'on connaissait. C'est le 4 cylindres 1.5 partagé avec la Jetta. Mais on est passé de 158 à 174 chevaux. Ça paraît. On n'a pas touché au couple. Le couple est à peu près 189 livres-pieds. Ça bouge pas. Mais donc, on n'a pas touché au couple. Mais évidemment, la nouvelle puissance fait qu'il y a une certaine vélocité qui est plus intéressante. Mais plus intéressant encore, on s'est débarrassé de la boîte 7 vitesses qui équipait les versions à rouage intégral, les 4Motion, une boîte qui était une catastrophe en réaction. Et là, on a pris la même 8 vitesses que l'on retrouvait sur les autres. Et honnêtement, c'est d'une grande douceur et ça fait toute une différence. Une double embrayage n'avait pas sa place sur un véhicule comme ça parce que ça demande un type... Ça peut avoir sa place pour quelqu'un qui sait conduire ce type de transmission-là, puis qui veut avoir du fun, puis qui veut avoir une conduite sportive. C'est pas la vocation de ce véhicule-là. Alors, c'est une bonne décision. C'est une excellente décision et ça se ressent au quotidien. Tu l'as dit, une double embrayage, c'est un peu plus brutal, c'est un peu plus brusque dans les réactions, ce qu'on n'a pas nécessairement envie pour un véhicule qui, autrement, on va se le dire, n'est pas exactement un modèle de brutalité en termes de conduite. Là. Non, c'est un véhicule urbain. Oui, c'est totalement un véhicule urbain et dans la nouvelle lignée Volkswagen qui est, je dirais, plus bourgeoise. Tu sais, on a eu des véhicules Volkswagen qui étaient tournés vers le dynamisme de conduite. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus raffiné. Moins la personnalité traditionnelle de Volkswagen, c'est vrai, mais avoir le nombre de Taos que j'ai croisés sur la route, ça plaît à bien du monde. Absolument. Ben oui, c'était intéressant. Intéressant ce que tu as ajouté. Merci. Tout ça pour dire que la nouvelle Taos 2025, c'est un véhicule qui est fabriqué au Mexique. Et ça a été fabriqué là-bas, apparemment, beaucoup plus pour aider aux acheteurs américains et bien automatiquement canadiens, parce qu'on dépend des États-Unis à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est un véhicule drôlement intéressant. Ce que vous avez ajouté au niveau des qualités des matériaux et toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y a eu une grosse amélioration d'apporter.
Il s'en est vendu pour 2023 4 585 au Québec. C'était un gros vendeur. Et au Canada, 15 818. Alors, je pense que ça veut dire que c'est un véhicule qui est vraiment important dans sa niche. C'est un SUV... comment est-ce qu'on appelle ça? Compact. Oui. Et qui a une belle compétition. Il y a Toyota Corolla Cross qui est dans la compétition, le Kia Seltos, et Hyundai Kona et Subaru Crosstrek. On sait que c'est de la belle compétition. Mazda CX-30. Mazda CX-30 un peu aussi. Alors, je pense qu'au niveau compétition, c'est un véhicule qui est grandement... intéressant parce qu'il y a plus d'espace intérieur au niveau logeable, que ce soit au niveau des gens quand on est assis au volant. Comment est-ce qu'on s'assoit en arrière? J'ai été m'asseoir en arrière pour voir comment est-ce que c'était. On a quand même un espace raisonnable puis un beau coffre dans ce véhicule-là. Les gens qui ne veulent pas aller vers le Tiguan vont s'amuser à rouler à ce véhicule-là. Et on retrouve de la mécanique au niveau du moteur, exemple, qu'on a roulé ensemble pas mal, la Jetta, qui était vraiment intéressante et vraiment économique à rouler. Plastique intérieur, tu en as parlé, c'est une grosse amélioration qui a été apportée. Avant ça, on se plaignait que c'était facile à graffiner les plastiques intérieurs. On en a enlevé. 4e génération de ce véhicule-là. L'espace, la transmission intégrale, parce qu'on sait que ça existe aussi en 2 roues motrices, mais traction intégrale. La traction intégrale a une suspension indépendante aux 4 roues, alors que ceux qui achètent la traction ordinaire ont tout simplement un fameux essieu rigide là, qui était installé en arrière. Mais les gens ne voient pas vraiment ces différences-là. Ils ne vont pas regarder en dessous comment c'est fait. Et le comportement... Et, souvent, quand on a acheté un véhicule, selon le prix, on se dit, bon, ben, c'est confortable, c'est quand même agréable. Moi, je trouve qu'on a fait un beau travail pour remplacer la Golf, si on veut, parce que la Golf, bien, on ne peut plus avoir ces types-là, à part quand tu achètes une GTI. On pourrait avoir les deux. Il y aurait absolument la place pour Il ça. manque encore la petite voiture du peuple chez Volkswagen parce que c'est leur vocation. Puis on ne l'a toujours pas apporté, cette voiture du peuple-là. Et c'est la compagnie qui devrait ramener la petite voiture, entre guillemets, abordable. Et le pire, c'est qu'ils en ont 3 tonnes en Europe qui pourraient amener chez nous facilement, mais ils ne le font pas. Ils préfèrent nous offrir un ID Buzz de 80 000 Alors, c'est trouver l'erreur. Mais effectivement, je suis d'accord avec Jacques aussi au niveau de l'espace à l'intérieur du Taos. Même si ce n'est pas le plus grand, on parle de 700 litres à peu près dans le coffre arrière. Évidemment, on peut abaisser la deuxième banquette et ça nous offre quand même un espace chargement, un espace assez plat. Donc, ça, c'est intéressant. Tu l'as mentionné aussi, puis toi aussi, Daniel, c'est d'abord un VUS urbain. Donc, c'est vrai que, oui, la suspension arrière, avec des vieux chialus comme nous autres, on va se rendre compte que c'est un essieu rigide dans certains cas, dans une traction. Mais pour les gens ordinaires, en ville, c'est pas un impact majeur. On n'a pas parlé de prix. On a, nous, la version la plus élevée, je vous l'ai dit, avec 1 000 d'options, et c'est 39 995. C'est raisonnable. Ça n'inclut pas transport et préparation. Il faut rajouter un 2 000 ou à peu près. Mais n'empêche que c'est vraiment le plus haut de gamme. On a aussi un système d'infodivertissement. Ça, il faut que je vous en parle. J'ai un petit peu pogné les nerfs en m'en venant avec la voiture parce que, comme c'est devenu la nouvelle habitude chez Volkswagen, à au moins 2 reprises, l'écran est devenu complètement noir. Alors, c'est évidemment pas quelque chose que j'ai envie d'endurer, mais... Il semble que dans les autres versions, ça soit corrigé. Donc, c'est peut-être moi qui est juste malchanceux. Mais ça arrive un peu trop fréquemment chez Volkswagen. Si les gens se posent des questions, non, il n'y a pas d'électrification et il n'y a pas de choix de moteur comparativement à toute sa concurrence qui offre des choix de moteur selon les versions. Par contre, on a fait un bon compromis en augmentant la puissance. Donc, ça rend... Au niveau de la moyenne de puissance, si on combine les deux motorisations de la concurrence, avec le Taos, on est à peu près vraiment là, dans la compétition. Aussi, il y a une liste d'équipements qui est vraiment complète. Là, on a le démarreur à distance, les sièges ventilés, chauffants, volants chauffants de série. Il y a une liste d'équipements qui est très, très longue, possible et ou de série. Donc, même si c'est un véhicule qui est à 39 000 tout ce que vous allez trouver comme commodité, l'assistance au stationnement, etc., tout est monté à bord du véhicule. Ça, c'est vraiment très bien aussi de ce côté-là parce qu'il y a une longue liste d'équipements, autant de commodité que de sécurité.
Tout à fait. Et entre autres, notamment l'aide au maintien en voie qui s'est avérée particulièrement efficace là, sur autoroute, je dois le dire. Donc oui, c'est un véhicule que avant je ne recommandais pas parce qu'il était vraiment sous-motorisé, mais dans sa nouvelle mouture, nouvel intérieur, nouveau moteur, j'aurais pas de problème à le recommander maintenant. Moi non plus. Absolument. Ouais, on est là-dedans. Ouais, moi, Véhicule je vois la recommandé, même Jean? chose. Oui, absolument. Moi, je trouve que le roulement sur les belles routes, etc., est confortable. Sur les routes déformées beaucoup, là, on sent que la suspension travaille et qu'elle se débat beaucoup. Mais ça se limite à ça. On n'est pas à plein temps juste sur de la mauvaise route. C'est pas un champion de l'insonorisation, Non. mais dans la concurrence, c'est à peu près semblable aussi. Donc, Les autres sont pareils. sont à peu près pareils. Ah, Fait que absolument. ça, c'est là, ça se démarque pas. Mais ça fait un travail quand même le fun. Il y a un petit feeling de conduite qui est agréable. Alors, beau véhicule, beau produit. Ça nous en prend d'autres chez Volkswagen. Ça nous prend d'autres choses. Ouais. Mais si on n'achète pas un Highline, si on achète juste le modèle, c'est-tu Trendline? Il y a Trendline puis il y a Comfort Line. Bon. Moi, je pense que celui qui est entre les celui-là, le Comfort Line, là. ça serait C'est un choix. le meilleur à acheter. Avec si on des veut. roues plus confortables. 18 Oui, c'est pouces. ça. Le 19 pouces, c'est pas nécessaire vraiment. Non. On améliorerait au niveau du confort. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on revient rester avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Katir Soltani, directeur général d'Auto 123. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup. Et bien sûr, Marc est resté avec nous pour cette entrevue parce que, Katir, on va essayer de comprendre un peu plus Auto 123 et aussi, tu vas procéder à une annonce très importante concernant Virage. D'abord, parle-nous d'Auto 123. Ben, merci d'abord pour de l'invitation parce que c'est vraiment très, très agréable. J'ai plus l'habitude d'être installé en ce moment-ci dans mon salon pour regarder l'émission plutôt que d'être ici. Donc, c'est un peu déstabilisant, mais je suis très, très, très heureux, en fait, d'être là, justement, pour parler un petit peu d'Auto 123 et pour parler aussi de notre association. Auto 123, juste pour remettre un peu en contexte, c'est un site web automobile. Donc, nous parlons en fait de tout ce qui est essais routiers, d'actualité automobile et de tout ce qui concerne l'automobile. Ça a été le premier site web canadien. Donc, il a été créé en 1999. Donc, on est à la 26e année en fait du site web. Aujourd'hui, en fait, Auto 123 traite essentiellement en fait de l'actualité automobile. Encore des essais routiers, donc il y a des fiches techniques, il y a des comparos, il y a on peut traiter des rappels lorsqu'il y a un véhicule en fait qui a une campagne de rappel sur ce véhicule-là. Et de l'autre côté aussi, on affiche des véhicules usagés. Donc il y a plus de 40 000 véhicules qui appartiennent à des concessionnaires locaux qui affichent leurs véhicules sur Auto 123. Donc, ça permet d'afficher des véhicules lorsque les personnes cherchent une voiture en fait, à acheter. Marc, tu es resté parce qu'évidemment, tu as travaillé pour Auto 123 et là, on voit très bien que la collaboration va se poursuivre. Effectivement. En fait, moi, j'ai été à Auto 123. J'ai commencé ma carrière au Guide de l'auto pendant quelques années. Et par la suite, je suis allé chez Auto 123 pendant quelques années aussi. Et j'ai recollaboré par la suite, là, par intermittence. Parce qu'effectivement, Auto 123, c'est un peu ça. Ils ont une équipe à l'interne. Mon Katir dirige, Derek est là. Bon. Mais ils ont aussi des collaborateurs externes qui viennent ajouter, bien sûr, beaucoup de contenu. Et ça leur permet d'être partout. Quand on regarde les essais qui sont faits, les différents lancements, les collaborateurs couvrent tout ça et ramènent ça sur Auto 123. Et il y a, bien, comme Katir l'a mentionné aussi, beaucoup de présence des concessionnaires. Donc, il y a un volume, un inventaire assez important. Donc, quand moi, je suis arrivé à Auto 123, c'était mon introduction au web. C'est là que j'ai appris. C'est là qu'entre autres, on a fait un premier podcast, une première vidéo. Mais depuis, ça s'est évidemment beaucoup développé. Et encore aujourd'hui, c'est parmi les meneurs au niveau canadien en termes de fréquentation automobile. Katir, tu as eu l'idée de dire, bien, je pense qu'Auto 123 et Virage pourraient travailler ensemble. Parle-moi un peu de cette idée.
Effectivement, donc au Tour 1, 2, 3, on rejoint à peu près 1,5 million de lecteurs chaque mois. Donc ça génère à peu près 3,5 millions de pages vues. Donc on a tout type de contenu, comme je l'ai dit, donc aussi bien de l'éditorial, des essais donc, et de l'actualité et d'autres choses, plus de l'inventaire automobile. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de répondre à une grosse demande en fait de la part de nos lecteurs, ce qui nous manquait énormément et puis sur lequel, par faute d'avoir essayé de trouver des solutions, mais j'ai essayé de mettre plusieurs choses en place justement pour y arriver, sans réellement y arriver. Donc c'est de la vidéo. Et en regardant un soir l'émission Virage et après en allant voir le site web de Virage, je me suis rendu compte justement qu'il y avait une faiblesse au niveau de Virage, au niveau du site web. Donc il n'y avait pas un site web à proprement en fait, de l'émission de télé. Et de notre côté, il n'y avait pas de vidéo, tout simplement. Donc, puis en commençant un petit peu à fouiller un peu dans ce que j'avais sur le web, j'ai vu qu'il y avait quand même pas loin de 300 émissions qui étaient disponibles. Puis c'est là où je t'ai approché en début d'année, justement, pour dire, écoute, je pense qu'il y aurait vraiment un fit parfait entre Virage et Auto 1, 2, 3, parce qu'on pourrait justement compléter toute l'actualité automobile, puisque vous faites vous couvrez une partie en fait de l'actualité automobile, donc avec Marc toutes les semaines. Nous, on le fait de manière quotidienne, donc c'est-à-dire que tous les jours, il y a entre 4 et 6 nouvelles purement automobiles qui sont présentées. Donc, ça permet justement de pouvoir répondre à une demande de vos téléspectateurs concernant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les rappels, sur les nouveautés, les lancements et ainsi de suite. Et de l'autre côté, moi, pour mes lecteurs, de pouvoir arriver et de leur offrir en fait tout simplement du contenu vidéo, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les gens sont avides de vidéos, demandent et recherchent de la vidéo. Donc, les deux, on voit, Marc, un très beau complément entre nous, on va aller chercher beaucoup plus de lecteurs sur le web et ils vont pouvoir visionner Virage via Auto 1, 2, 3. Et aussi, évidemment, vous allez bénéficier de notre vidéo. Puis, évidemment, on va rester impliqués. Évidemment, pour nous, c'est parfait. Et pour Auto 1, 2, 3 aussi. Je pense que c'est un beau jumelage. Et bien oui, c'est une vitrine pour les deux, en fait, qui est assez différente. Pas sûr que tous nos auditeurs connaissaient Auto 1, 2, 3, puis je suis pas convaincu que tous les lecteurs d'Auto 1, 2, 3 connaissaient Virage, mais ça va changer rapidement. Exactement. Un beau mariage et une belle annonce. Probablement la plus grosse association automobile au Canada. Effectivement. Il n'y a pas d'autres... J'ai beau chercher, je n'ai pas d'autres associations. Puis ça, c'est le début. Donc l'idée, bien sûr, et le souhait, c'est d'aller plus loin là-dedans. Donc, on va travailler sur d'autres projets, Daniel. Exactement. L'association est encore embryonnaire. Merci d'être passé à Virage. Merci à vous. Alors voilà, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez avec nous. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Danny, je pense qu'on va parler de suspension aujourd'hui parce que tu nous as apporté les composantes ici présentes. Et c'est quelque chose qu'il faut s'attarder à la suspension parce que c'est un peu sournois. Effectivement, j'aime le mot sournois parce que comparativement à des freins, comparativement à des pneus, où on a des sonnettes d'alarme, tu sais, il y a des lumières qui allument, de dire vos pneus, il reste une saison. Les freins, vous êtes rendus à 4 mm, il faut y penser. Les amortisseurs, on n'a pas ce principe-là. On ne dit pas à un client, ça s'en vient. La seule chose qu'on peut dire au client, puis ça, c'est unanime dans le marché, que ce soit les fabricants automobiles, que ce soit les fournisseurs de pièces, c'est qu'entre 80 et 120 000 km, on devrait commencer à réfléchir à changer notre suspension. Puis pourquoi qu'on fait à peu près jamais ça, en toute honnêteté? On change beaucoup plus des suspensions dans les autres 200 000 km qu'à 100 000 km. C'est que les gens apprennent à conduire avec une suspension qui s'affaiblit, qui se ramollit, parce qu'on est toujours dans notre voiture. Des freins qui crient, Daniel, les gens ne tolèrent pas ça. Ben non. Un véhicule qui rebondit un peu plus, le client, on dirait qu'il s'est habitué, puis il va dire « Ah, non, ça va bien, mon auto. » Si on est en mesure, là, on est en mesure, toi et moi, demain matin, de prendre le véhicule du client. Un client qui arrive ici à 100 000 km,
On a le même véhicule que le client nous apporte, puis on lui fait essayer le même véhicule avec une suspension neuve, garantit que le client change sa suspension à peu près 80 du temps, parce que ça change le comportement routier. Mais si c'est pas brisé, Danny, on ne change pas anciennement. On voyait les amortisseurs qui étaient brisés, c'était physique. Oui. Il y avait de l'huile qui coulait. C'est exactement où je m'en allais, c'est qu'on travaillait avec un principe. L'amortisseur était rempli à 100 d'huile avec le cylindre. Maintenant, il y a un gaz qui est l'azote à l'intérieur de ça, fait que c'est beaucoup moins apparent. On n'a pas de coulisses d'huile sur le long des amortisseurs comme on avait avant. Donc, effectivement, de parler de changement d'amortisseur, parce que c'est quand même une dépense assez onéreuse. Là. En toute honnêteté, changer 4 amortisseurs sur un véhicule, on se tire pas de ça en bas de 1 000 là. C'est plus que ça, mais ça va aider pour les autres pièces. Je m'explique. Des fois, les gens arrivent et ils disent « Mes freins, ils durent pas sur mon auto. Je change mes freins en avant régulièrement. » Pourquoi? Parce que quand on freine, les amortisseurs sont tellement fatigués que le véhicule plonge vers l'avant. Donc, il y a beaucoup de stress qui est mis au niveau des freins avant. C'est pas normal de changer vos freins avant 3 fois pour les freins arrière. Posez-vous des questions si ça fait ça. Puis souvent, la réponse, c'est les amortisseurs. Effectivement, parce qu'ils placent dans un mauvais angle. Effectivement. Puis, on va arriver avec d'usure de pneus. Tout de suite, les gens, si je te dis, Dan, j'ai de la mauvaise usure de pneus, tu vas me dire, ah, l'alignement. Oui, l'alignement, mais une suspension qui est trop molle, que le débattement n'est pas contrôlé, va user des pneus aussi incorrectement. On va avoir des usures inégales, du bruit, puis ces choses-là. Fait que c'est pour ça que je veux sensibiliser les gens à ça. Et l'autre chose, c'est que souvent, on va arriver, on va avoir un boudin. Le boudin, c'est le gros spring qu'on voit ici. Souvent, le boudin est cassé. Les gens vont nous dire, remplacez juste le boudin. Mais la jambe de force, l'amortisseur qui est à l'intérieur est aussi vieux que le boudin. Mais des fois, les gens, pour un souci d'économie, qui ne regagneront pas en bout de ligne, on s'entend, vont changer seulement la pièce qui est brisée, comme tu me disais tantôt. Mais l'assise, ça, c'est la tête de l'amortisseur. Elle, c'est des bearings qui est à l'intérieur. On s'entend que si je remplace que ça, je garde ça en place et je garde l'amortisseur en place. On essaie de faire du change avec problème du vieux. de place. Ouais, effectivement. Change le problème de place, mais ça, ce qu'on appelle les têtes d'amortisseur, on en change aussi souvent. Oui, effectivement. Donc ça, c'est souvent ça qui brise. Ça, un des signes précurseurs qu'on va avoir, c'est que les gens vont tourner les roues, vont cramper les roues, puis ils vont entendre un tong, tong. Ça veut dire que ici, ça ne travaille plus. Et c'est le boudin qui prend toute la charge de là, pourquoi on voit des boudins cassés. Fait que les amortisseurs, prenez le temps de vous informer, que ce soit dans votre spécialiste chez Desharnais ou au fabricant automobile. Vous allez voir que le message est toujours le même. Puis des types de suspension, ça a évolué énormément. Maintenant, là, on est rendu avec des véhicules en 2025 que c'est des suspensions ajustables. Ils vont s'ajuster automatiquement dépendamment du débattement, le nombre de débattements secondes qu'on va avoir. Vous comprendrez bien que quand on va arriver pour remplacer ça, ces amortisseurs-là, on ne parle pas du même coût que ce qu'on a en avant de nous présentement. Non, puis un amortisseur trop mou, surtout en avant, tu as des biellettes, tous les éléments de suspension qui sont rattachés. Oui. Si le débattement est trop long, ça va apporter beaucoup plus de stress sur ces pièces-là qui vont user plus vite. C'est les fameux linkets qu'on dit. Quand les gens arrivent et ils se posent des questions, disent « J'ai déjà remplacé ça. Comment ça que je remplace ça aussi rapidement? » Bien, la suspension, c'est un des éléments les plus importants au niveau de la direction des véhicules. Et le plus important, c'est la sécurité. Oui, aussi, effectivement. parce qu'une suspension trop molle dans les courbes, n'importe quoi, c'est là que tu peux perdre le contrôle plus facilement de ton véhicule. C'est aussi un élément de sécurité important. Oui, puis il faut faire attention. Souvent, les gens arrivent puis ont peur un peu de l'estimer mettons, de remplacement de suspension, que ce soit avant ou aux 4 coins. On est rendu avec des options. Il y a différentes catégories d'amortisseurs, mais je vous donne un exemple. Des amortisseurs à l'air, une suspension à air sur on va prendre un Dodge Ram. T'sais, même le Dodge Ram de base va avoir une suspension à l'air, mais il y a des conversions possibles maintenant. On est capable d'arriver avec des chocs au gaz beaucoup moins dispendieux, puis que c'est un système de conversion qui existe, que les fournisseurs de pièces ont à moindre coût, mais vous allez changer le comportement de votre véhicule, puis vous allez retrouver votre bon vieux pick-up du début, comment vous l'appréciez, puis comment vous l'aimiez. Voilà, alors très important, et c'est facile à faire vérifier chez vous, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Oui, mais comme je disais, Daniel, c'est quand même quelque chose qui est difficile visuellement de montrer aux clients. Donc, c'est beaucoup le côté millage, kilométrage qui va faire en sorte que la suspension va être due. Puis je vous le dis, une fois que vous allez avoir changé la suspension, parce qu'on en change régulièrement chez Desharnais, vous allez avoir changé d'auto. 100 du temps, les clients nous reviennent en disant
mon Dieu, mon véhicule, je le reconnais plus, il va tellement bien. C'est ça. C'est l'habitude de rouler avec un véhicule qui se désagrège tranquillement, puis on s'en rend pas trop compte. Fait que je pense que de l'essayer, c'est de l'adopter. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Nous sommes de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, tu commences avec quoi? Avec Mitsubishi, Mitsubishi. qui a pris un peu tout le monde par surprise et pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait une annonce. Tu sais que Mitsubishi dit qu'à d'ici 2030, ils vont avoir une stratégie de nouveaux modèles, bon, blablabla. Et là, ils disent, le prochain, ça va être un véhicule 100 électrique pour être vendu en Amérique du Nord, qui va être basé sur la nouvelle Leaf de Nissan. Ça, c'est un vieux projet. Là. Oui, c'est un vieux projet qu'on a... Écoute, que moi, je pensais qu'il était allé aux oubliettes avec, on l'a vu, tout ce qui s'est passé au niveau de la fusion, pas de la fusion, mais de l'association Mitsubishi, Renault, Nissan, puis les problèmes financiers de Nissan. On n'attendait plus vraiment rien. Et là, on sait que la Leaf va arriver, forme probablement d'un petit VUS. Et là, il semble que Mitsubishi a décidé de faire la même chose et d'utiliser cette plateforme-là. Évidemment, on n'a aucun détail. On n'a aucun détail sur la Leaf, donc on n'a aucun détail sur la Mitsubishi. Mais c'est une première étape parce que Mitsubishi insiste pour dire ce n'est que le premier pas. Nous, on continue avec Nissan pour faire du développement de nouveaux modèles. Donc, l'association, elle est loin d'être terminée entre les deux. Et je pense que là, c'est une belle preuve. Ça fait au moins 5, 6 ans ou 7 ans qu'on attend vraiment. On a eu le Outlander, mais qu'on attend vraiment parce que c'est pas logique que ça ait pris autant de temps avant de développer des nouveaux produits. Ça fait que c'est certain qu'il y a des projets qui sont à point, mais qui n'ont pas pu, pour des questions financières, sortir le projet ou le véhicule. Et là, ça va débouler. Mais il y a d'autres produits qu'on doit travailler. Là. Moi, je pense qu'il va en avoir... Ça prend un nouveau RVR au plus vite. Ça prend une nouvelle petite voiture au plus vite. Et on va éventuellement, probablement, avoir une déclinaison du Triton, le fameux camion pick-up, qui devrait arriver pour l'Amérique du Nord. On sait que c'est un marché que tu ne peux pas oublier quand tu parles de camionnette. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Dans les autres nouveautés qu'on ne sait pas si elles vont venir ou pas, le Jeep Compass. On a dévoilé un nouveau Jeep Compass en Europe. Écoute, c'est un nouveau châssis, bien sûr. Il est sur la plateforme, ça s'appelle STLA Medium. Donc, un peu plus gros, 15 mm de plus long. Une configuration un peu différente, un style plus différent. Il est vraiment beau. Un écran intérieur de 16 pouces. On est rendu dans quelque chose de complètement différent. Mais ce qui est surtout particulier, en fait, c'est les motorisations, parce que tu as à la fois des motorisations essence, des motorisations hybrides et motorisations électriques. Évidemment, on sait que ça va être vendu en Europe. On n'a pas tous les détails. On estime que ça va être une recharge rapide, une batterie de capacité de 160 kW, recharge rapide de 20 à 80 en 30 minutes à peu près. Tu sais, on est dans quelque chose d'assez standard. Mais au début, on nous a dit que ça va être réservé à l'Europe. Et là, les journalistes ont commencé à poser des questions et ils ont dit on va avoir plus d'informations dans le futur pour l'Amérique du Nord. On n'annonce pas de nouveaux produits, mais on ne ferme pas la porte. La rumeur veut que ce soit un Cherokee ici et non un Compass. Exact. Donc, pour avoir le même véhicule, mais ce véhicule-là va arriver en Amérique du Nord, mais on ne sait pas sous quel nom encore, mais c'est très prometteur parce que, c'est complet comme plateforme et c'est moderne. On peut avoir de n'importe quoi, là, comme tu as dit, du hybride branchable, de l'électrique sur cette plateforme-là. Ça vient de Stellantis, alors qu'on les croyait morts et enterrés. Ça vient pas de Ford, ça vient pas de Toyota. Tu as une plateforme que tu vas avoir le choix de n'importe quel véhicule sur cette même plateforme-là. Puis c'est réussi comme style. Oui. Fait que quand même intéressant comme produit. Effectivement, mais on verra si ça va venir ou pas. Là. C'est ça la grande question. Toyota nous a dévoilé ça, un peu plus tôt la semaine dernière qu'il revenait la hatchback, mais la hatchback FX, qui est supposée être un rappel d'une ancienne édition, en fait, la FX16 1987. C'est ironique, mais elle est belle, là, avec des jantes de 18 pouces, un aileron, toutes sortes d'éléments, des surpiqûres orange à l'intérieur et tout. La beauté de la chose, c'est que la Corolla FX16 n'a jamais été vendu au Canada. Donc, on fait un rappel historique d'un véhicule qui n'a jamais été vendu chez nous, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, édition limitée, là, on dit qu'il y aura seulement 150 exemplaires au Canada. C'est vraiment un peu un élément... un clin d'œil. Exactement.
je sais que tu aimes beaucoup les changements chez Hyundai, parce que tu dis qu'ils changent souvent de modèle. Bien, écoute, ils viennent de dévoiler le Elexio en Chine. Et en fait, on ne s'attend pas à ce que le véhicule traverse chez nous, mais regarde le style et tu verras qu'on a pris un tout nouveau sens de design dans le cas de Hyundai. Alors, la question, c'est est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'on va rester avec ce qu'on a actuellement? Parce qu'on s'éloigne considérablement du Ioniq 9. Écoute, chez Hyundai, ils nous tiennent en haleine avec leurs nombreux changements. Ils tiennent à la laine. C'est des TDAH à côté. Il faut qu'ils soient médicamentés, ces gens-là. Ça n'a aucun bon sens. Ils sont étourdissants. Même nous autres, on va être obligés d'être médicamentés bientôt juste pour les suivre. Effectivement. C'est incroyable. Autant chez Kia que chez Hyundai, ça change. on peut oser, mais c'est ça, un fabricant qui est rendu à maturité. Oui, exactement. On ose. Puis ça, là, j'aime ça. Des fois, on va se tromper un petit peu, mais au moins, on ose puis on arrive avec des choses différentes. C'est ça. Là, mais évidemment, cependant, on ne verra probablement pas ce véhicule-là à proprement parler chez nous. Mais peut-être les lumières. On moi, je regarde pense que les le petits style... éléments de design qu'on va... Mais si tu regardes comme il faut, on n'est pas si loin du Kona, par contre. Effectivement. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on va bien rester avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ah oui, absolument. Hey, aujourd'hui, on fait une chronique un peu particulière parce que c'est des produits à utilisation spécifique. Très, très spécifique. Vraiment, là, faut être précis pour ces produits-là. Puis ça va rendre de grands services parce que lorsqu'on a un besoin spécifique, c'est souvent qu'on n'a pas de solution si on fait face à ce besoin-là. Alors, parle-moi de tes produits. Bien, tu sais, souvent, on ne pense pas que ça existe. Ouais, on va prendre le premier, tache d'eau. Tous ceux qui ont des voitures foncées, souvent, quand on n'essuie pas le véhicule, on se ramasse avec toutes des taches d'eau. Puis là, on essaye d'enlever ça, on essaye avec un savon, on essaye avec différents produits. Ça ne marche pas. Chez Silverwax, on a un produit spécifique pour ça. C'est fait vraiment, là, que ce soit dans la vitre ou que ce soit sur la peinture, ça s'enlève très facilement. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le produit, on le vaporise. Il faut que la surface soit froide. C'est vrai, il faut que je dise avant. Il faut absolument que la surface soit froide. On ne fait pas ça au soleil. Il faut être à l'ombre. Fait qu'on prend le produit, on le vaporise, on le laisse agir, puis on le frotte un petit peu avec une microfibre. Puis toutes les taches d'eau vont partir. Puis, wow! Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas que ça existe. Sinon, les gens là, sont obligés, souvent, on en voit qui polissent leur voiture pour enlever ça. Si c'est vraiment des taches d'eau parce que l'eau est dure, ça va partir avec ça. C'est fait spécifiquement pour ça. Beau produit. Oui. Autre produit. On roule, ils sont en train de faire l'asphalte. À un moment donné, on a du goudron, on peut avoir de la colle d'asphalte, on a différentes affaires sur le véhicule. Fait que ça prend un produit qui va l'enlever sans endommager la peinture. Si on arrive avec de l'essence ou des produits très forts, on peut endommager le véhicule. On a un produit qui s'appelle nettoyant à colle et goudron. Okay. Lui, il va enlever tout ce qui est à base de pétrole. Ça veut dire que si on a même de l'asphalte qui est collé, il va l'enlever. Si c'est justement de la colle d'asphalte, le noir, le pitch, comme on dit dans le terme, ça va l'enlever aussi. Et en plus, si on a des collants qu'on veut enlever qui sont collés, qui commencent à être défraîchis, puis on dit, on va l'enlever, ça enlève la colle en même temps. Fait que nettoyant pour colle et goudron, c'est fait spécifiquement pour ça. Pas la peinture de ligne. Les lignes, là... Non, peinture de ligne, honnêtement, on est capable de l'enlever. On a des produits pour l'enlever. Par contre, on enlève l'autre peinture aussi. C'est qu'on demande d'enlever de la peinture sur de la peinture. Fait que le produit ne comprend pas le message. Lequel des deux il faut enlever? Il faudrait être tellement précis dans le temps qu'on l'enlève. Sans endommager l'autre, ça se fait, mais c'est trop risqué. La majorité des gens l'oublieraient ou il serait trop longtemps, puis ils endommageraient leur peinture. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment un cas de peinture, de carrosserie, exactement. Puis on dit aux gens, écoutez, oui, il y a plein de produits sur YouTube qui sont montrés. Essayez-les, mais bonne chance. Là. Je ne recommande pas de faire ça. Là, pas du tout. Autre produit. Oui, sève d'arbre, tu sais, on met notre véhicule, c'est l'été.
Il fait beau, on est parqué, puis à un moment donné, la première chose qu'on se ramasse quand on lave notre véhicule, c'est qu'on a un paquet de petits picots sur le véhicule. Le monde, souvent, pense que c'est de la contamination. C'est pas vraiment de la contamination, c'est vraiment de la sève d'arbre à ce moment-là. On a un produit spécifique pour ça. Même chose, le véhicule, il faut qu'il soit froid encore, très important. On vaporise le produit et on imbibe un linge du produit, puis on frotte tranquillement et il va dissoudre tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va l'appliquer sur la sève d'arbre, tout dépendant de la grosseur de la gouttelette de sève d'arbre, plus qu'elle est grosse, plus ça va prendre de temps pour l'enlever. Parce qu'à un moment donné, elle va la dissoudre et elle va partir complètement, mais ça s'enlève. La sève d'arbre, ne prenez pas des produits abrasifs ou pour ça, vous allez endommager votre véhicule. Ça, c'est fait spécifiquement pour ça. Exactement. Toutes les sèves d'arbre? Oui, toutes les sèves d'arbre, c'est juste une question de temps. Et ça fait combien de temps qu'elle est là aussi? Tu sais, si elle est fraîche, ça va partir plus facilement. Par contre, si vous l'avez laissé cuire tout l'été au soleil, écoute, ça va être plus long, mais ça se fait, ça part avec ça facilement. Ça finit par partir. Oui. L'autre produit pour le chrome. Oui, exactement. Poly pour le chrome. Souvent, on a des exhausts où on a des parties du véhicule qui sont vraiment chromées ou qui sont en acier ou en stainless. Ça se polit, ça. Laissez-la pas noire ou laissez-la pas ternir. Tout ce qu'on a besoin, c'est une petite crème. On a besoin d'un applicateur comme ça, puis ça se fait à la main, tout simplement. On prend la crème, on frotte, et si c'est la ligne d'exhaust, elle va revenir complètement neuve facilement avec ça, très, très facilement avec ça. OK. L'autre produit, Charles? L'autre produit est très, très spécifique. C'est fait pour le chrome. On a nettoyé notre ligne d'exhaust. Ouais. On a nettoyé, puis si on veut le protéger, c'est fait pour ça. OK. Tout ce qui est chrome. Tout ce qui est métaux, ça peut être de l'aluminium. Pas du fake là, avec du plastique. Non, c'est du plastique, là, on est mieux avec un... Plastique chrome, on met une cire rapide. Oui, exactement, une cire rapide, un effet Lotus. Mais lui, il est fait spécifiquement. Ce qui est intéressant là-dessus, moi, je l'utilise sur mes motos, ça paraît bizarre à dire, mais j'en mets sur mes lignes d'exhaust, ils viennent chauds, puis le produit, il reste. Il va résister à la chaleur. Sa grosse force, c'est ça. Fait que le chrome ou l'acier ou le stainless va venir brillant avec ça et ça va le protéger. Voilà. Parlant de chaleur, un produit qui aime la chaleur, on en a un autre ici. Exactement. Restaurateur de moulons non peints, bien écoute, c'est un incontournable. Aujourd'hui, les véhicules, ils ont toutes des bandes tout le tour des roues en plastique qui sont non peints. Protégez-les et attendez pas pour les protéger. Il faut les protéger quasiment quand on vient de l'avoir, justement. Ce produit-là, pour qu'il soit à son maximum, il se pose au soleil, contrairement à ce qu'on souvent on dit aux gens, « Ah, il ne faut pas faire ça au soleil. » Lui, c'est l'inverse. On le prend, on l'applique avec un petit applicateur, mais il faut que le plastique soit complètement sec. Ça veut dire, je lave, je l'essuie, je laisse sécher et j'en mets une couche mince partout. Je fais juste l'étendre, je n'ai pas besoin de l'essuyer. Et s'il est au soleil, il va rentrer dans le plastique plus facilement et il va être plus efficace. Et c'est pour des mois et des mois d'années. Et on en met en masse. En masse, gênez-vous pas. On ne se gêne pas, puis on le laisse là. Le plastique va le boire, le produit. Exactement. Fait que tous ceux qui ont des moyens de transport, que ce soit un 4 roues, que ce soit n'importe quoi, ou vous avez un Jeep avec des grosses ailes en plastique, c'est le produit parfait pour ça. Voilà, ça, je l'adore, ce produit-là. Je l'utilise à peu près partout également. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on y va tout de suite avec Paul qui dit « Je regarde pour un Kia Seltos pour ma fille. Est-ce que c'est un bon choix? On peut le garder combien d'années? Puis c'est comparable à quoi? » Est-ce que c'est un bon choix? Oui, c'est un bon choix, même si je suis obligé de vous dire que moi, je ne suis pas en amour avec le Seltos. J'aimais mieux la première génération que la deuxième. Je trouve qu'il fait un petit peu trop... Je sais pas. Il y a quelque chose qui ne me revient pas. Et je trouve qu'il est très bruyant, surtout. Ça, c'est la partie qui, moi, me dérange. C'est un véhicule que vous allez garder pendant 10 ans. Si vous l'entretenez, il n'y a pas de problème. C'est le genre de véhicule comme ça. Et c'est encore, on parle de VUS compact et sous-compact. Bien, le Taos, c'est un concurrent direct. On en a nommé des tonnes, là. Mazda CX-30, bref, il y en a. Kona. Kona, Corolla Cross. Cousin, ouais.
Corolla Cross. Alors, il y en a à l'infini. Et il n'y a pas de mauvais produit, ou à peu près pas, dans ce créneau-là. C'est vraiment... il y a une bonne vous garantie. l'essayez, vous l'aimez, vous l'achetez. Il y a une bonne garantie aussi. Oui. Et Puis le Seltos, il y a un choix de moteur. Ouais. Puis moi, ce que je ferais, parce que je regarde de plus en plus les produits qu'il y a Hyundai de quelques années en arrière, ceux qui n'ont pas été entretenus contre la rouille, protégés contre la rouille, etc., on voit que les bas de caisse sont en train de percer beaucoup, beaucoup. Et je me dis, en acheter un, moi, je ferais immédiatement faire un anti-rouille dessus pour le protéger. À peu près tous les produits, c'est recommandable. Absolument. C'est ce que j'étais pour vous dire. Peu importe la voiture que Parce j'achète, qu'eux autres, je ferais faire un anti-rouille. généralement parlant, sont très bons. Ah, mais mécaniquement, Puis ça dure très longtemps sur le marché. Alors, entretien Les valeurs normal. les valeurs de rachat sont rendues bonnes. Aussi. Carole, je regarde pour Chevrolet Volt 2019, 101 000 km, 20 000 $. Est-ce que c'est un bon achat? C'est la deuxième génération, ça, de Oui, Volt? la Volt, donc c'est 90 à peu près kilomètres. Il faut voir quelle est la qualité de la batterie. Hein? Je pense que c'est ça. Ça, c'est une des questions qu'il faut poser. Si la batterie est bonne, vous avez entre les mains un excellent véhicule que je n'en reviens toujours pas que GM ait arrêté de produire. C'est un véhicule qui est super bien fait, qui est bien pensé, qui est économique. Oui, à 20 000 vous êtes tout à fait dans le prix en plus là, pour ce qu'on peut On offrir. aimait le rendement de cette deuxième génération-là. Absolument. Ça prend... Il faut le faire inspecter chez un concessionnaire GM ou chez un spécialiste, mais Oui. moi, je dirais plus un concessionnaire GM pour s'assurer effectivement que la batterie, que le système, il n'y a rien. Tout est en ordre. Puis il va, mais en même temps, être capable de nous dire s'il y a eu un entretien, s'il y a eu un suivi de fait déjà sur cette voiture-là. Puis s'il y a eu un bon suivi, la batterie, en général, les batteries durent. Oui, C'est juste pour se faire dire que elle était à 80 au lieu d'être 90 mais en général, c'est bon. Entendu que si on a une batterie à 60 peut-être qu'on négocie. Mais normalement, si on a une batterie à 60 elle devrait être sous garantie. Absolument. Parce que normalement, les batteries de véhicules électriques et d'hybrides branchables et d'autres statuts, là, parce que ça, c'est électrique à prolongateur d'autonomie, c'est garantie 8 ans et c'est 70 qui est la barre. Donc, Oui. si en dedans de 8 ans, vous descendez en bas de 70, normalement, la batterie est sous garantie. Normalement. Donc, faites vérifier tout cela et vous allez avoir un véhicule vraiment agréable. Et ça va être... C'est drôle parce que la Volt arrive. La Volt est disparue. Prolongateur d'autonomie, qu'on l'appelle. Et les nouveaux véhicules qu'on va parler dans pas longtemps, ça va être la nouvelle affaire, ça va être les prolongateurs d'autonomie. C'est assez, Il l'avait, c'est là. assez drôle pareil. Hein. Puis c'est pas pour rien qu'on avait voté GM, Ben les oui. grands gagnants de la technologie au niveau technologique lorsqu'ils ont sorti cette voiture-là, mais ils n'ont pas poursuivi et ils n'ont pas continué. J'avais posé la question. Pourquoi? Bien, eux autres, ils ont dit, écoute, on a une voiture à essence puis on a une voiture électrique, les deux dans un. Donc, ça coûte cher à produire. Puis l'autre élément, c'est qu'à ce moment-là, ils sont arrivés avec la Bolt. Et là, il y avait des capacités de production de batteries limitées. Donc, ils ont préféré... Un peu comme Toyota. Toyota qui offrait très, très peu les premières années de certains véhicules hybrides branchables, entre autres, parce qu'il n'y avait pas les capacités de produire les batteries. Donc, ils préféraient avoir des hybrides traditionnels. Ça a été exactement le même principe du côté de chez GM. Là. Exactement. Alors, c'est assez sarcastique. Je cherche un camion de livraison. Je lance une petite entreprise de livraison de colis catégorie 1500 dans ProMaster ou Ford Transit. C'est deux bons camions éprouvés. Moi, j'ai un faible pour le Ford Transit. Je trouve que c'est un véhicule qui est facile d'entretien, qui est pas compliqué, et la quantité de véhicules vendus permet de dire qu'on va en trouver un rapidement. Moi, j'ai un faible pour le Ford Transit. Le ProMaster a eu quelques petites difficultés de fiabilité au fil des ans, plus que le Transit. Donc, j'irai vers Ford. Le ProMaster, son avantage, c'est que c'est le plancher qui est plus bas. Oui. C'est une traction avant plus compliquée au niveau réparation, entretien, passer C'est pas 115, si 120 compliqué 000. que ça. C'est un 3.6. C'est la transmission du qui est moteur, la c'est du faiblesse. moteur Ouais. éprouvé. Ouais. Faut que tu le prennes avant Mais 2020. La boîte carrée du ProMaster, son plancher C'est bas, l'idéal. Ça, c'est parfait. Ça, C'est l'idéal. ça, c'est pratique, dépendamment du poids des colis que vous avez embarqués. Donc, il faut aller voir les deux. Mais Ford, dépendamment du moteur qu'on va choisir aussi, on peut se ramasser avec un EcoBoost. Oui. Ils font ça encore. Ben oui, 2.3. Donc, on a différents types de moteurs qu'il faut faire attention aussi du côté de chez Ford pour l'entretien à long terme. Mais il y en a beaucoup d'usagers sur le marché. Là. Oui.
Pas difficile à Là, trouver. ici, on parle d'un véhicule neuf. Un neuf. Bon, Véhicule un neuf, un transit, c'est définitivement. Mais bon. Moi, j'irais vers le Ford. Bon, vous avez des choix. Autre véhicule, et là, wow, ça se complique. Bon, ça se complique. Recherche Chevrolet Corvette Stingray de base, 91 000 Je regrette de ne pas avoir acheté la première génération à 69 000 quand je la regardais au début. J'aurais dû l'acheter à l'époque. Alors, on veut s'acheter une Stingray, puis on regrette un peu que le prix soit rendu à 91 000 alors qu'il n'y a pas longtemps, il était à 69 mais il était, je pense que c'est le premier véhicule dont on avait dit que le prix n'était pas assez cher. Justement. Pour le véhicule. En fait, si vous regardez, je vais vous ramener vers un autre souvenir, la Nissan GT-R, la première année où ils l'ont vendue, ils la vendaient 69 000 C'est ça. Aujourd'hui, la GT-R est à 135 000 Ouais. Alors, c'est comme si la première année de ces super voitures-là, on essayait de... On s'en sert comme lost leader pour dire on va attirer du monde. Puis après ça, les prix augmentent. Alors, vous avez raison, on aurait tous dû s'en acheter une à 69 000 mais avoir les ventes, c'est pas arrivé. Donc, 91 000 c'est quand même un prix tout à fait raisonnable pour le genre de véhicule que vous achetez. Mais, Là où on s'est amusé, c'est au niveau de la ZO6. Oui. Là, l'écart, c'était pas aussi grand avant. Non. Là, maintenant, avec la ZO6, on arrive tout près des 200 000 et même on peut dépasser le 200 000 avec la version ZO6. Mais Fait que, la quantité de Corvettes qui est chez les concessionnaires de ce temps, parle-moi, actuellement, là, c'est incroyable. Ce qui devait inonder le marché, là, il inonde le marché. Il va peut-être avoir des prix tout à l'heure intéressants. Ouais, ils vont faire des promos. Juste à regarder chez le concessionnaire à Saint-Hyacinthe, la quantité, il y a une ligne complète. Là. Ouais. Il y en a 12 ou 14, ça... Bien, dès le départ, c'est ça qu'on nous avait promis. Nouvelle usine, haut taux de production. On devait avoir beaucoup de Corvettes, puis c'est pour ça qu'on avait justifié un prix plus abordable. Mais là, on a eu inondation, feu à l'usine, etc. Pandémie, on a été... Oui, mais là, on a monté les prix, mais comme Jacques l'a dit, moi, je pense qu'ils vont rediminuer au cours des prochaines qu'il y ait un ajustement. Oui, parce qu'il y en a ils beaucoup. vont jamais partout. couler ça. Là. Bon, on avait d'autres questions, mais évidemment, on s'est étiré peut-être un petit peu trop sur certaines questions, messieurs, mais on va se reprendre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Plaisir de Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine.